Alors, il paraît que tu as débuté ta carrière, ta brillante carrière, avec un certain monsieur Aron au Collège de France. Oui. Raconte-nous un peu, il y a quelques années déjà, Gérard. Hein. Oui. Je venais de me marier et j'arrivais d'Allemagne. J'ai fait toutes mes études à Munich et je suis allé le voir. J'étais très impressionné par Raymond Aron et il m'a tout de suite pris en 48 heures au CNRS pour l'assister dans ses cours au Collège de France. Et je suis resté 4 ans avec lui. Après, on J'ai t'a beaucoup aperçu appris. du côté de Los Angeles aussi. Hein. Après, en 84, je suis allé à Los Angeles pendant très longtemps, une dizaine d'années, où j'étais visiting professor, comme on dit, à UCLA, où j'ai enseigné les techniques financières et les marchés bancaires et monétaires dans le monde. Alors tout à l'heure, on a parlé pendant la belle conférence, notamment de l'ESSEC Business School. Tu y collabores aussi avec une chaire qui t'a été gentiment proposée, voire imposée. Non, Et donc tu as l'époque- la chaire de finance. C'était l'époque où Jean-Michel Blanquer, avant d'être nommé ministre, était directeur général de l'ESSEC, et je connais bien Blanquer. Il avait été mon patron parce que j'ai passé 28 ans à Assas comme prof d'économie, et donc on avait beaucoup sympathisé. J'étais son subordonné, il était recteur. Moi, j'étais un tout petit prof, hein, et je trouvais que cet homme était très intéressant. Et puis, comme il était directeur général de l'ESSEC, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on crée une chaire de finance? Et j'ai dit oui. Alors tu as adhéré donc, à l'affaire, c'était en 1987, tu es devenu président en 2017. Un mot sur l'historique. En 2007, pardon. 2007, Et un mot sur l'historique, ça débute en 1977. Il y a beaucoup de 7 dans l'histoire. Hein. Oui, l'affaire a été créée en 76 exactement. Faut dire ça. Et c'est une grande dame de l'assurance vie. Nous gérons aujourd'hui 60 milliards d'euros. Nous représentons près de 800 000 adhérents. Et l'affaire n'a pas vocation à, je dirais, à faire du business, à faire des profits. Elle est là pour défendre le statut juridique, fiscal et social de l'assurance vie. Donc, en cette qualité, je dois aller à l'Élysée, à Matignon, à Bercy, où je connais tous les services. Et c'est ce que je fais depuis 15 ans. Et on a plutôt pas mal réussi, quels qu'aient été les présidents. Et mon meilleur souvenir, d'ailleurs, c'était François Hollande, qui avait pris une mesure. Cécile revient. Oui. Oui. Elle est toujours là? Je suis bien sûr qu'elle sera là, bien sûr. Oui. Qui avait pris une mesure très positive pour l'assurance vie, qui avait rendu ma femme, qui ne va pas tarder, heureuse. Si je meurs, elle ne payera pas de droit de succession sur le contrat d'assurance vie. Et ça, c'est Hollande qui a pris cette décision. Et c'était très courageux. Si j'ai 30 secondes, je vous dis comment ça s'est passé. Autant de temps que... Il me reçoit dans le bureau. C'était l'époque où on ne connaissait pas Emmanuel Macron. Il était à Bercy dans une fonction, dans un mandat, et Hollande n'avait pas encore dit qu'il ne se présenterait pas. Or, on est tous concernés par la mort. Et puis, il y a 20 millions de Français qui détiennent un contrat d'assurance vie et 20 millions de Français. 20 millions. Ça représente combien le gâteau total? 1 900 milliards d'euros. Et notre dette, elle est de combien? Là, Notre dette, elle est combien? la dette, c'est un peu moins de 3 000 milliards. Oui, 2 900 milliards. D'ailleurs, l'assurance vie est l'un des plus gros investisseurs puisqu'elle représente la moitié de la dette domestique française. À peu près 400 milliards sont investis en assurance, sont investis en titres publics. Et donc l'affaire, qu'est-ce que je peux vous dire? On n'a pas de... C'est un peu une association. C'est un club. Dans mon territoire alsacien, à la Wanzenau, on avait créé en 1882, je crois, le Crédit Mutuel d'Alsace, qui est devenu un empire très fortuné, très riche, très développé, qui possède de CIC, qui possède beaucoup de choses, qui a 9 millions de sociétaires. On est un peu comme ça à l'affaire, c'est-à-dire, moi je préfère 100 000 étudiants qui m'apportent 100 € chacun, car on peut adhérer à partir de 100 €. Excusez-moi, j'ai oublié les bulletins d'adhésion. Oui, Mais tous les quarts d'heure, un Français adhère à l'affaire, vous savez. Ouais, c'est bien tous les quarts d'heure. Et donc, je préfère 100 000 jeunes qui apportent 100 € plutôt qu'un seul adhérent qui ne représenterait qu'une voix à l'Assemblée générale qui m'apporterait 1 million. 1 million. Alors, l'avenir de l'assurance vie, là, dans les prochaines années, qu'est-ce qui va se passer? J'ai confiance, des bonnes choses. On est les seuls à faire. Il y a des taux négatifs, il y a des trucs, comment ça se passe? Non. D'abord, le capital est garanti. Donc, si vous me donnez 10 000 €, vous aurez 10 000 € au 31 décembre. Bon, c'est pas le but, c'est d'ailleurs 10 001. On investit
pas en assurance vie sur des taux négatifs. Et puis il n'y a pas que les emprunts publics, heureusement. Il y a des obligations émises par des entreprises, les corporates, par les financières. Et on fait des crédits dans le portefeuille de l'affaire. Nous avons 3 milliards de crédits. En général, les jeunes, le capital productif, les régions, les départements, ceux qui créent des emplois, on aime bien ça. Et quand on fait des crédits, c'est à peu près 2,5, 2,6 ou 2,7. Donc c'est ça qui soutient le taux que nous donnons à la fin de l'année. Et puis nous avons aussi de l'immobilier, c'est comme ça que nous investissons. Donc j'ai confiance dans l'avenir des fonds en euros. Je ne partage absolument pas. L'affaire, ce n'est pas une compagnie d'assurance, c'est une compagnie d'assurés. C'est une compagnie d'assurés. La bourse, qu'est-ce qui se passe avec la bourse? C'est du délire. Tout va mal et ça monte. Écoutez, la bourse, ce n'est pas une place pour prendre un rendez-vous de 24 heures. La bourse, c'est un investissement qui se fixe un horizon dans la durée. Et quand on essaie de comprendre ce qui se passe, il y a... je vais pas faire... J'expliquais dans un autre lieu qui a un élément déterministe. Si une société comme Google fait des profits, si les carnets de commandes sont élevés, si la productivité est au rendez-vous, le titre, si la croissance est également présente, le titre va monter. Et puis il y a un élément qu'on appelle l'aléa, le sigma, la volatilité, c'est-à-dire l'indétermination. Et là, on ne peut pas savoir parce que le géopolitique est surdéterminant. Et ce qu'on voit dans la détermination des cours boursiers, c'est que ce qui est l'élément déterministe, comme on dit dans les lois log normales, le mu, est devenu très faible. Une entreprise peut être très performante dans un pays où il y a des taux de croissance et une gestion des finances publiques honorable, et le titre baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a une surdétermination de l'élément indéterminé, c'est-à-dire l'aléa, la géopolitique, Taïwan, Téhéran, l'Ukraine, et qui pèse sur les marchés. Donc il y eut un temps où quand Michelin montait, eh bien la bourse montait. C'est plus le cas. C'est-à-dire les économistes sont impuissants pour prévoir l'avenir. Ils ont déjà du mal à se mettre d'accord pour comprendre le passé. Le présent, on le subit, mais l'avenir, et on n'a pas de modèle économétrique qui nous permette de piloter, je dirais, l'avenir, l'horizon macroéconomique au cours des prochaines années. Alors, Gérard, avec tes sous personnels, est-ce que tu investis en crypto? Toi, perso? Écoute, la crypto, je vais te dire, la crypto-monnaie, c'est une innovation. Il y a 25 ans, j'avais écrit le petit que sais-je qui s'appelait les euro-dollars. C'était aussi une monnaie ambiguë qui était détestée par les banques centrales, surtout par la Banque de France, parce que la Banque de France n'a jamais aimé les opérations à terme. Elle ne les aime toujours pas, d'ailleurs, mais on ne lui demande pas son avis parce qu'elles sont menées maintenant à part Francfort. Et donc, chaque période de l'histoire a son innovation. Et à l'époque, c'était très, très difficile de montrer l'utilité des euro-dollars, car les euro-dollars avaient une utilité, ils participaient à l'intermédiation financière, ils finançaient les pays pauvres, pas suffisamment d'ailleurs, et puis c'était des marchés qui captaient les liquidités et qui les rémunéraient bien. Donc on a eu ces marchés apatrides qui échappaient au contrôle monétaire et à la régulation des différents pays. Et la BRI avait mis son grain de sel de manière très positive pour essayer de mieux comprendre ces marchés. C'est pareil avec les crypto-monnaies. C'est-à-dire, ce sont d'ailleurs, je dirais plutôt des crypto-actifs, parce que les actifs représentent des encours aujourd'hui supérieurs aux monnaies. Une monnaie, c'est quoi? Ce qui est crypto, numérique, n'est pas à proprement parler une monnaie. Une monnaie, c'est un pouvoir d'achat. On définit la monnaie dans les traités de droit civil comme un pouvoir d'achat, une réserve de valeur et une monnaie d'intervention sur les marchés d'échange. Tout cela, on ne va pas aux Galeries Lafayette avec une crypto-monnaie. Pas encore. Eh bien, moi, je vous le dis, j'ai confiance. J'ai confiance à une condition, c'est qu'il y ait une entente, une harmonie entre les marchés et le régulateur qui déjà est en train de s'équiper pour s'intégrer à ces marchés des crypto-monnaies et qui seront d'ailleurs des crypto-actifs. Il y a des dépôts, des crédits, etc. J'ai confiance, il faut un peu d'organisation, parce que si on laisse trop de liberté à ces marchés qui doivent être réglementés, eh bien, ils ne pourront pas performer.
j'ai confiance dans l'avenir des crypto-actifs. Avec des mains de vignerons catalans comme ça, potentiellement, est-ce qu'on peut bien jouer du piano? Regarde-les quand même. Parce que... Mais tu sais, les mains d'un Alsacien, elles ne sont pas très Ah, différentes c'est qu'elles des sont tiennes, pas, hein. elles sont pas terribles non plus. Ça va. Alors, tu es fan de piano? Oui. Oui. Alors, on parlait de la fondation après, Oui. mais tu es diplômé de, je ne savais même pas que ça existait, hein, l'école L'école normale de piano. De Vous savez musique, que ça existait, de ça? musique, de musique, oui, oui. De musique, Alors l'école Boulevard Malesherbes. Mais oui, c'est une école normale qui a été créée par Alfred Cortot, qui avait en 1925, je crois, quelque chose comme ça, et qui forme des musiciens. Le piano, le violoncelle, le chant, les percussions, etc. Et même une classe de Mais musique déjà de tout film. petit, tu jouais du piano? Oui, j'ai joué avant de savoir parler. Ah oui, tu aurais même presque pu transmettre ta boîte à ce moment-là. C'était une quoi, obligation. Ma mère Oui. m'a mis au piano très tôt, et à l'époque, j'étais un peu isolé. Mes frères allaient jouer au foot. Je ne pouvais pas aller au cirque, je préférais aller au cirque. Hein. Mais c'est un devoir quand j'étais petit, et puis ce devoir est devenu, vers 12-13 ans, une passion. Et puis cette passion, je me fais plaisir. De tous les 3-4 ans, je monte sur scène, je joue avec orchestre, je suis content, et puis voilà. Donc je fais ça en amateur. Alors, 1989, tu as quand même créé un concours international pour les amateurs de piano. Oui, parce que mon cas n'est pas isolé. Il y a des milliers d'instituteurs, de femmes, ingénieurs, responsables d'entreprises, d'hommes d'affaires, de policiers, de colonels, de tout ce qu'on veut, de dentistes, de journalistes, qui ont une passion pour le piano, qui l'ont étudié, qui ont un très bon niveau. Mais comme je me suis marié à 22 ans, c'était très difficile. Et tu es toujours avec la même? Ben, vous allez la voir tout à l'heure, elle arrive à 8 Ah, heures. donc c'est la même. Oui, oui, c'est la même. Bravo. Mais oui, c'est la même. Oui, oui, c'est Ah, la mais même. c'est une question, parfois, bon, il y a des trucs comme ça qui changent. Quoi, oui. Oui. Bon, pas de commentaires, alors continuons. Alors, la fondation, on arrive sur la fondation, là. C'est quoi cette fondation que tu présides? Ça te surprend que ce soit la même? Ah non, mais je suis ravi, mais je suis vraiment ravi. Pour moi, c'est un réconfort et c'est une évidence. Donc voilà, ça se On passe peut bien. l'applaudir quand même, Gérard, parce que Bon. voilà, tous les hommes le pensent, mais certains le font. Voilà. Oui. Puis on a eu 3 enfants et voilà, les choses vont bien. Alors, quelle était la question? La présidence de la fondation, mon cher Gérard. Oui, la ministre de la Culture, une certaine Roselyne, a voulu que je préside, comme je suis intégré à la communauté financière et que je suis également musicien. Eh bien, je préside non seulement le concours des grands amateurs de piano, mais également la fondation de Zifra à Senlis, et puis le concours mondial Long Thibault, qui est un des plus prestigieux de concours de piano et de violon au monde. Voilà, donc je m'occupe de ça. Mais je dors bien, il me faut 8 heures de sommeil par jour. Et si demain, pour te faire un cadeau, nuit. tu préfères qu'on t'offre une nuit à Bayreuth ou 15 jours aux Seychelles? Comme on est entre nous, je dirais Bayreuth. Et alors, côté vin, avant les questions, on a vu qu'il y avait quelques amateurs de vin. Donc d'abord, tu apprécies le bon vin, premièrement. Plutôt rouge. Plutôt rouge. Et plutôt de quelle région? Plutôt rouge parce que je ne peux jamais caser mes vins alsaciens dans des déjeuners professionnels. Pourtant, ils sont bons, hein. Ils sont délicieux, c'est vrai. Hein. Je n'ai jamais pu commander une bouteille de Gewürz. La plupart des restaurateurs ne vendent pas du Gewürz. Je trouve ça fâcheux. Mais c'est un vin que j'adore. Je le bois régulièrement. Et j'ai une passion pour les Pessac-Léognan. C'est très bien, c'est une excellente passion. Un domaine de chevalier, autre chose, quoi. Ou Smith Lafitte. Oui, et puis j'aime Carbonieux. Non, j'ai un trou de mémoire, le Figeac, le château Figeac. D'ailleurs, le propriétaire est un ami. Il m'a invité dans son château. J'aime bien. C'est toujours une très bonne ambiance. Et puis, ce sont des gens sympathiques. Bien sûr, mais ce sont des paysans. Il ne faut jamais oublier ça. Parfois riches, mais... Mais il y a parfois des exceptions, tu sais. Absolument. Mais en général, le monde du vin est un monde agréable, je trouve, un monde agréable de gens directs, travailleurs, sympathiques, souvent modestes. Mais sympathiques, comme on disait au XVIIIe siècle. Adam Smith, qui avait créé La richesse des nations, écrit en 1776, 20 ans avant, avait écrit un livre sur la théorie des sentiments moraux, vers 1750. C'est extraordinaire ce bouquin, il montre le rôle déterminant dans les affaires, dans l'industrie, dans le développement, dans la prospérité de la sympathie comme un vecteur qui harmonise les relations entre les individus. Et c'est ça qui est un facteur de progrès et de développement, et j'en suis convaincu. Question spontanée, Cécile la première, Agnès la seconde. Je ne désespère pas d'avoir une réponse sur le climat, donc je sais que les fonds que vous contribuez à gérer jouent un rôle assez important dans le financement de la transition écologique. Et j'aimerais savoir si vous considérez qu'il y a une solution uniquement financière, si
l'épargne était mobilisée pour engager les fonds nécessaires à éviter des fonds plus importants que coûterait la réelle catastrophe climatique au-delà d'1,5 degré, 2 degrés. Non, c'est une très bonne question. Vous savez, l'époque est révolue où on plaçait de l'argent dans des actifs, dans des investissements qui n'avaient pas de finalité. Nous, à l'affaire, les 60 milliards, je peux vous dire que l'écologie, la transition écologique, la French Tech, l'investissement socialement responsable, la durabilité, tout ça, ce sont des valeurs fortes. Et de plus en plus, les épargnants veulent donner un sens à l'épargne, à leur épargne. Et donc, l'écologie est très présente. Je vais vous répondre très franchement. Je ne suis pas un spécialiste de l'écologie, mais je laisse faire mes équipes parce que j'ai l'intuition que c'est une valeur forte qu'il faut protéger, qu'il faut développer. Et nous pensons à nos enfants et à nos petits-enfants. Évidemment, c'est très difficile de se promener dans Paris. Et malgré tout, toutes les critiques, je vous le dis, je n'arrive, mais ne répétez pas, je n'arrive pas à dire du mal ou à penser du mal de ce qui est fait dans Paris aujourd'hui. Parce que je me place dans... Ah, donc tu es parti des 1,9% qui soutiennent l'action. Enfin, il en faut quelques-uns quand même. Hein. C'est pas ça que nous, on est très Jean Lassalle ici. Hein. Oui. Non, il faut des... c'est un défi pour l'avenir. Et ce défi, il implique des contraintes. C'est très difficile de se déplacer, c'est très difficile de circuler, mais c'est une véritable révolution écologique qui est mise en place. Eh bien, ça, il faut le saluer, parce que c'est beaucoup plus agréable de vivre dans un environnement de verdure. Ça nous rend plus forts, plus motivés. On se comporte mieux, on est davantage citoyen et on peut faire de grandes choses. Et je peux vous dire que sur nos 60 milliards, une part très importante est investie dans la transition écologique et tous les fonds, les unités de compte que nous pouvons promouvoir avec ce support. Non, la question va porter plutôt effectivement sur deux questions, j'en profite. Une sur l'innovation, savoir effectivement si vous avez une stratégie d'investissement auprès de start-up ou de sociétés qui développent de l'innovation. Puis la deuxième, c'est quelques conseils si on a un peu d'argent à placer. Notamment pour préparer sa retraite. Là, tu as un gros prospect, là. Il a beaucoup de pognon, Ludovic. Hein. Oui. Et après, tiens, monsieur Fitzbury, là. Là, Arnaud, tu poseras une question aussi, là. Oui. Bien, je vais vous faire un aveu. On va proposer à l'Assemblée générale le recrutement d'un administrateur qui est sans doute un esprit très particulier. Il n'est jamais allé à l'école. Il est rentré à X, il est sorti à l'âge où on y entre. Il a gagné les championnats du monde d'informatique mathématique à Moscou il y a 1 an. Et donc, c'est un ami. Il a un grand défaut, il est pianiste. Et puis, et puis, son caractère de polytechnicien, on va l'humaniser un peu. Et puis, il fera de très grandes choses. Et son grand défi, c'est quoi? Et je lui ai posé la question, son prénom, c'est Louis. Je lui ai dit, Louis, où tu seras dans 10 ans? Il aura 35 ans dans 10 ans, 34. Il me dit, moi, je veux créer une start-up dans les technologies et l'intelligence artificielle. Et je me suis dit, voilà quelque chose qui manque beaucoup. Donc, on est en train de créer à l'affaire un forum des nouvelles technologies. Nous mettons l'accent sur le private equity, les entreprises qui ne sont pas cotées. Nous sommes passés par une grande dame de l'assurance vie, qui est une femme géniale, Dominique Sénéquier, que vous connaissez, présidente d'Ardian. Nous lui avons confié pour gérer, je ne sais pas, 500-600 millions d'euros il y a 4-5 ans, et les performances ont été au rendez-vous. Combien? Ça fait combien en perf? Au moins 30 ou 40%. Vraiment. Véro, c'est bien, Véro? Chaque année, c'est pas mal, non? Sur le private equity. C'est pas mal. Prenez des notes. Nous avons confiance et nous voulons doubler notre engagement. Alors, nous voulons doubler, c'est encore la finalité qui conduit notre action. Parce que nous pensons que la promotion du tissu économique régional, le travail des jeunes, les nouvelles technologies en qui nous avons confiance, l'intelligence artificielle, la French Tech, tout ça, on y croit beaucoup. On met l'accent et Louis sera chargé d'animer un forum des nouvelles technologies. Top, et si l'Assemblée générale confirme son poste d'administrateur, son mandat d'administrateur le 28 juin, vous savez, à l'affaire, on vote beaucoup. C'est pas comme dans un parti où il y a 40 000 inscrits, 50 000 entrées, et chez nous, tout le monde est à jour des cotisations. On ne peut pas être adhérent si on ne paye pas 20 francs, 20 euros. Il faut payer 20 euros pour être adhérent, en plus de votre placement. Et donc, si l'Assemblée générale confirme sa nomination, nous allons mettre... c'est un véritable virage
virage et nous allons aller de l'avant sur les nouvelles technologies. D'ailleurs, je vois ma femme qui vient d'arriver à l'instant, voilà, qui me supporte depuis 40 ans. Ah, ma bravo, chérie, madame. On peut l'applaudir, madame. Bravo, bravo, bravo. Voilà. On sait tout, hein, les 3 enfants, tout ça, là, on sait tout. Là, très bien. Vous confirmez que c'était à 22 ans que vous l'avez rencontré? Oui, oui, oui. Enfin, lui avait 22 ans, vous, je ne sais pas, mais c'était beaucoup plus Absolument. jeune. Absolument. Dernière question, peut-être, Monsieur Chaussure. Alors, puisque tu veux que je pose une question, ouais. Non. Moi, je voudrais savoir combien vous avez collecté en assurance vie en 2020 et 2021 par rapport à 2019, sachant qu'on était en pleine crise Covid. Ouais. Juste avant, peut-être, un petit mot sur... Pardon, mais comment tu as vécu, toi, la pandémie? On en a parlé tout à l'heure avec Agnès. Comment tu as vécu avec toutes tes boutiques, ton approvisionnement? En 1 minute, comment tu as vécu ça? C'est très facile. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Ouais. Donc, comme tous les acteurs du retail qui étaient en première ligne de cette crise, puisque ou les restaurateurs, par exemple, mais qui ont été mieux accompagnés que les retailers. T'as combien de boutiques au total? 80 dans 7 pays, mais essentiellement en France. Et effectivement, quand on vous dit que vous fermez vos établissements, même quand vous avez du talent, je pense aux restaurateurs, par exemple, même pour ceux qui ont plus de talent étoilé, quand on leur a dit vous fermez vos établissements, c'est fermé. Quand même. Ils ferment leurs établissements et ils perdent beaucoup de sang. Bravo Arnaud, en tout cas. Oui. Mais je vais répondre. Vous parlez comme un chef d'entreprise, et je respecte, bien entendu. Et je vous ai donné le chiffre de 60 milliards en valeur de capitalisation, valeur boursière que nous avons à l'affaire. Mais ce n'est pas ça que je regarde. Moi, ce que je regarde tous les matins, c'est de savoir combien d'adhérents, d'hommes, de femmes, de jeunes qui ont adhéré à l'assaut. Oui, c'est le nombre de pompes de chaussures vendues. C'est le nombre. Oui, non, c'est une autre comptabilité. C'est une autre comptabilité et quand on préside une association qui est à but non lucratif, qui a ses valeurs, on est intéressé par le développement. Donc si on me dit vous allez avoir 1 million d'adhérents dans 3-4 ans, ce que je pense, car nous avons tout un plan, notamment vers les jeunes, eh bien je serai satisfait. Cela dit, en termes financiers, je vous réponds, on a collecté 2,4 milliards l'année dernière et à peu près la même chose, 2,3 milliards l'année dernière, qui ont alimenté ce stock de 60 milliards. Bon, derrière ma question, c'était surtout de savoir le comportement justement des épargnants en pleine crise Covid. En fait, c'était surtout ça. C'était pas le chiffre en tant que tel, mais de savoir quelle a été la réaction des épargnants par rapport à l'exercice 2019 d'avant-crise. Il y a une certaine inertie en matière de comportement d'épargne. Et l'inertie, compte tenu que notre partenaire assureur a des lourdes contraintes de solvabilité, eh bien, le curseur a été placé à un point où, quand on verse 1 000 euros, à peu près 750 euros sont placés sur la sécurité du fonds général et 250 en risque sur les marchés, c'est-à-dire en unités de compte. Alors ça, c'est pour le stock, 25,75. Mais sur le flux, et je rebondis à votre question, les 2,4 milliards qui ont été prélevés, la quotité des unités de compte, c'est-à-dire le fait que les épargnants ont pris conscience qu'on pouvait, dans le temps, dans la durée, avoir des performances beaucoup plus fortes avec des unités de compte qu'avec le fonds général, c'est à peu près 65-35. D'accord. Allez, 2 micro-questions en réponse en 1 minute, des trucs un peu légers. Tiens, je vais te poser une question, une colle. On va voir si c'est une colle. Combien y a-t-il de pandas aux zoos de Beauval? D'ailleurs, je vous pose à tous là. Combien y a-t-il de pandas? Cécile, combien? 6, non. 4, non. Mais par contre, on est entre les deux, c'est... Bravo. Donc, c'est Rodolphe Delors qui est le président, le propriétaire du zoo de Beauval, qui va poser l'avant-dernière question. Et Manu pour sa dernière. Le micro est juste là. Une question sympa, pas un truc, machin. Je n'ai pas spécialement de questions, mais bon, j'ai entendu 3 000 milliards de dettes, 2 000 milliards d'assurance vie. Sympa, on a connu la crise de 2008. On ne sait pas quelles vont être les répercussions de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que nos assurances vie sont vraiment protégées? Ouais, ça c'est une bonne question. C'est une très Parce bonne que là, question. tu parles bien tout ça, mais quand même. Hein. Bon, c'est le sigma, la Léa, l'incertitude qui aboutit au moment d'entrecarte à des fractales, comme on enseigne. Alors, si AXA va mal, je vous le dis, si AXA devait aller mal, si Generali devait aller mal, eh bien, tout le monde de l'assurance, ce serait comme le Titanic. Et puis, nous avons quand même des protections. Parce que dans les associations souscriptrices comme l'affaire, on aurait, qui sont des cantons. C'est-à-dire,
que notre ancien partenaire Aviva, qui est devenu Abeille, c'est-à-dire le grand groupe AEMA, la Massif, Aesio, et on est très content, c'est un partage d'identité, d'ADN, mutualiste, ça nous va tout ça. Si le Titanic coule, on a les bateaux pneumatiques pour nous sauver. C'est ça le canton. C'est-à-dire qu'on n'est pas intégré à la comptabilité de l'ensemble. Donc nos 60 milliards resteront des 60 milliards. Mais le risque, s'il est systémique, s'il est généralisé, moi je n'y crois pas. Je ne connais pas de compagnie d'assurance qui ait fait faillite depuis la guerre de 39-45. Il y a eu un petit souci avec une compagnie, mais c'était quelques banques quand même qui ont eu des soucis. Non, aucune. Banque n'a eu de problème Zéro, depuis la guerre. zéro. Et c'est ce que j'ai dit aux régulateurs à Francfort et Bruxelles et IOPA, en disant vous êtes en train de renforcer la réglementation des compagnies d'assurance, vous leur interdisez d'investir en actions, d'investir en private equity. Quand on achète 1 000 € d'un private equity, il faut mettre 490 € en solvabilité, donc c'est insupportable. Il faut remettre le régulateur à sa place. Il faut contrôler le contrôleur. Sur une association comme la vôtre, comment vous faites pour que, effectivement, chaque membre, 800 000, participe réellement au débat? Je sillonne la France. J'ai dû serrer 300 000 mains. Et t'as chopé le Covid ou pas? Non. Non, j'ai pas eu le Covid. Avec 300 000 mains serrées? Oui, pas pendant la période de restriction, mais depuis que je suis président, j'ai serré pratiquement la moitié, un peu moins de la moitié, parce qu'on sillonne la France, on fait le tour de France, on fait 40 villes, on va à la rencontre. Si j'étais PDG d'AXA, j'irais pas voir mes clients à Mulhouse, à Saint-Brieuc, à Valence ou à Valenciennes. C'est pas ça, un PDG ne fait pas ça. Mais quand on est président d'une association comme l'Affaire, on va à la rencontre des adhérents, à la proximité, on discute. Et puis c'est très, très intéressant sur le plan sociologique. Donne-moi 15 secondes, j'étais dans une ville dont je vais taire le nom, et une femme adhérente, depuis toujours, vient me voir en me disant, d'un certain âge, elle avait à peu près 80 ans, monsieur... Je vous aime. Non, elle ne m'a pas dit ça. Hélas. Et ton épouse quand même en face. Hein, oui. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit hélas. Et donc, elle me dit, vous voyez, le monsieur qui est là-bas, c'est mon compagnon. Je l'aime beaucoup, mais je n'aime pas ses enfants. C'est un autre mariage depuis le décès de mon mari. Comment je peux faire dans ma clause bénéficiaire pour que si je meurs, ce soit pour lui et non pas pour ses enfants? Donc ça, c'est la réalité sociologique. Il y a l'Ukraine. On dirait du Balzac. On dirait du Balzac, dans Gobseck par exemple. Donc c'est très intéressant, c'est ça la vie à l'affaire. On est à la proximité. C'est un modèle assez unique, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Gérard Attias. Mais c'était un modèle unique qui est social, humain, c'est la proximité. Et tout notre argent, il est consacré à la qualité du service.